Je propose du coup de démarrer. Hop là. Donc bonjour à tous et merci du coup d'être présents pour cette séance. Moi, je m'appelle Marine Boursier, je travaille donc au rectorat de la HESSO, je fais partie de l'équipe CIR. Donc CIR, c'est pour Service à l'innovation et à la recherche. Et donc notre mission, c'est d'accompagner la communauté de chercheuses et chercheurs de la HESSO donc dans leur démarche de recherche de frontières. Et donc aujourd'hui, je suis ravie de co-organiser donc ce webinaire avec le Bridge Office. Je remercie donc Thomas Di Franco, donc qui prendra la parole juste après et qui vous présentera donc le programme Bridge Discovery. Et aussi un grand merci à Alexandra Kempfer, du coup de la Haute École Arc Ingénierie, qui prendra la parole ensuite pour partager son expérience de dépôt donc, sur cet instrument de financement. Et nous terminerons ce webinaire par une quinzaine de minutes donc de Q&A. Quelques bonnes pratiques avant de démarrer, avant que je laisse la parole, qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Première information, le webinaire est enregistré. Le replay sera publié sur le site internet de la HESSO. Les slides seront également envoyés aux participants, donc pas d'inquiétude. Vous pouvez poser durant le webinaire toutes vos questions directement dans le chat. On pourra y répondre durant le Q&A. Puis évidemment, durant le Q&A, il y aura la possibilité donc d'échanger. Et durant les prises de parole donc à venir, je vous invite à garder votre micro en mute de manière à permettre aux intervenants d'être le plus confortable possible et de pouvoir donc prendre la parole sans bruit parasite. Voilà ce que je voulais très rapidement dire en introduction. Merci à nouveau donc de vous être connectés. Je laisse la parole à Thomas. Hop, j'ai arrêté le partage. Normalement, Thomas, tu vas pouvoir reprendre la main. Tout à fait. Merci Marine pour l'introduction. Je pense que vous voyez les slides Ça maintenant. vient d'apparaître, ouais. Parfait. Donc oui, bienvenue à tout le monde pour cette petite introduction par rapport à Bridge Discovery aujourd'hui. Donc les slides vous seront envoyés après la présentation aujourd'hui et grâce au QR code que vous avez là et le lien qui est sur cette slide, vous pouvez retrouver aussi la présentation générale de Bridge qui est disponible en ligne et qu'on met à jour à peu près tous les 6 mois. Donc, juste pour vous donner tout d'abord un aperçu global de Bridge. Donc, c'est un programme commun du Fonds national suisse et d'InnoSuisse, l'agence suisse de l'innovation. Et en fait, l'idée, quand le programme a été créé il y a maintenant 8 ans, c'était vraiment de compléter le, le, le manque qu'il y avait entre les différents instruments des deux organisations, donc plutôt entre la recherche fondamentale et vraiment la recherche appliquée et tournée vers l'innovation. Donc Bridge a deux instruments. Je vais y revenir tout de suite après. Mais en gros, ici, c'est au niveau de la gouvernance du programme. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que bien qu'on Bridge dépende des deux organisations, il y a un steering committee qui est élu par les deux organisations pour piloter le programme et notamment valider les décisions de financement pour les projets qui sont approuvés. Et comme on a deux instruments, il y a deux panels d'évaluation indépendants avec des membres différents pour chacun des instruments. Donc les buts généraux du programme, c'est vraiment de transférer les résultats scientifiques vers l'économie et ou la société. Et en soi, Bridge encourage vraiment le potentiel économique et sociétal des résultats scientifiques. Et Bridge, notamment, supporte les projets qui sont dans la phase pré-compétitive et critique avant de trouver un financement plus substantiel
et ce sont notamment des projets qui ont une vision claire de leur application potentielle. Et avec l'instrument Discovery, le but est également de faciliter la coopération entre les différents instituts de recherche que nous avons en Suisse. Donc, comme je l'ai dit, il y a 2 lignes de financement. Donc, Proof of Concept, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais si jamais vous avez des jeunes chercheurs et chercheuses dans vos laboratoires de recherche, donc ça peut être vraiment au niveau bachelor, master ou lorsqu'ils ont terminé leur PhD et qu'ils ont une idée innovante et qu'ils veulent vraiment se tourner vers l'entrepreneuriat. Donc, Proof of Concept est vraiment intéressant comme financement pour ces personnes-là. Mais aujourd'hui, le topic, ça va être vraiment par rapport à Discovery. Donc, Discovery, donc c'est vraiment le but c'est de financer des projets qui sont à l'interaction entre la science fondamentale et appliquée afin de réaliser le potentiel d'innovation des résultats scientifiques. Et pour tout projet Discovery, c'est important de mettre en avant vraiment les impacts que le projet a, peut avoir et aura sur la société et l'économie. Donc, vous pourrez retrouver aussi des exemples de projets qui ont été approuvés ces dernières années. Je pourrais revenir rapidement dessus si vous avez des questions pendant le Q&A. Mais par rapport donc aux conditions générales de Discovery, donc pour être requérant ou requérante au niveau de Discovery, c'est vraiment un instrument pour des scientifiques expérimentés en Suisse. Donc par expérimenté, on entend que vous avez déjà une expérience pour mener à bien des projets de recherche, mais c'est aussi que pendant le projet Discovery, vous serez employé par un institut de recherche suisse. Donc, dans votre cas, en général, ça sera la HESSO. Ce qui est important aussi, c'est au niveau du profil, c'est vraiment l'idée de supporter vos idées d'innovation. Et c'est pas nécessaire que après coup vous quittiez le monde académique pour, par exemple, créer une start-up, mais l'idée c'est vraiment de mettre en avant et de vous accompagner pour la mise en œuvre du projet. Et là, par contre, il faudra pouvoir déjà clairement indiquer quelles personnes mettront en œuvre plus tard le projet. Donc par rapport au projet, donc comme j'ai déjà abordé, c'est vraiment les projets Discovery doivent être bien équilibrés entre la science fondamentale et la science appliquée et l'innovation, et même je dirais et la mise en œuvre. Donc c'est vraiment, pour citer un ancien membre du panel Discovery, à Bridge, pour un pont, il y a deux piliers. Donc, il y a vraiment l'aspect scientifique, des questions de recherche scientifique qui doivent être abordées pendant le projet. Mais l'aspect mise en œuvre, donc le deuxième pilier, est également très important. Donc, ça à retenir, c'est les projets Bridge ne sont plus seulement des projets de recherche, mais une grande partie doit également être au niveau de la mise en œuvre du projet. Par contre, ces projets-là sont encore à un niveau où il y a trop de risques pour des partenaires de mise en œuvre ou des investisseurs potentiels de financer le projet. Donc l'idée, c'est vraiment de vous aider à faire ce lien dans la phase de mise en œuvre. Discovery est ouvert à tout type de projet d'innovation. Donc, ça peut aller vraiment de life science à innovation sociale. Et ensuite, les projets peuvent être soumis par jusqu'à 3 personnes différentes. Donc là, ce qui est important, c'est que les personnes soient clairement de groupes de recherche indépendants. Et c'est au niveau de l'expertise et des compétences, il faut également bien montrer la plus-value du consortium et, et en quoi les compétences sont complémentaires.
Donc, il y a un seul appel par année pour Discovery et chaque personne qui soumet un projet ne peut en soumettre qu'un seul par appel. Au niveau des coûts éligibles, donc chaque requérant et chaque requérante peut demander jusqu'à 850 000 francs pour 4 ans. Donc 4 ans, c'est la durée maximum des projets. Si jamais le projet dure un peu moins longtemps, donc la somme maximale est réduite proportionnellement. Mais avec ces 850 000 francs, donc c'est important de noter que c'est vraiment par requérant. Donc si c'est un consortium de 3 personnes, chacune des personnes peut demander 850 000 francs. Bien entendu, ces coûts doivent être bien justifiés et en ligne, alignés avec le travail qui sera effectué. Mais ça couvre donc le salaire du personnel de projet, donc toute l'équipe qui travaillera sur le projet, et également des coûts qui sont liés directement au projet. Par exemple, si vous avez des consommables à acheter, ce qui est nouveau et que j'ai pas mis là, donc les règlements seront mis à jour à la mi-janvier normalement. Il y a encore un point en discussion, mais qui ne vous concerne pas aujourd'hui. Mais également dans les coûts éligibles, il y a aussi les coûts pour les recherches de brevets au niveau de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle à Berne. Donc maintenant, ça sera couvert par le subside Discovery s'il y a besoin. En ce qui concerne en tant qu'employé de la HES, donc vous avez le droit également de demander un complément de salaire pour votre propre salaire. Normalement, les requérants principaux ne peuvent pas demander de salaire au niveau de d'InnoSuisse et du Fonds national suisse, mais dans le cas de Bridge, pour les HES, il y a cette possibilité. Donc ça peut être en général, c'est 20%, 30%, disons. Si c'est plus que 30%, là, il faudra vraiment justifier pourquoi vous demandez autant. Donc, il faudra juste bien expliquer quelle sera votre contribution réelle au projet. Et de manière générale aussi, il y a un overhead qui est payé directement à l'institution du requérant principal, mais ça, il ne faut pas la considérer dans les coûts éligibles, de même que le complément de salaire. Donc, c'est en dehors du maximum de 850 000 francs. Donc, de manière générale, pour les personnes qui obtiennent un subside Discovery, donc, vous pouvez donc demander, comme j'ai mentionné, une recherche de brevet assisté au niveau à Berne de l'IPI. Et sinon, pour les employés femmes des projets, vous avez accès aussi aux Gender Equality Grants qui vous permettent justement de vous soutenir dans le développement de la carrière. À présent, je vais détailler un peu plus les critères d'évaluation d'un projet Bridge Discovery. Donc, il y a deux aspects principaux. On va dire même l'aspect principal, c'est la qualité du projet en soi. Et après, il y a les qualifications des requérants et des requérantes. Donc, si on se concentre sur le projet d'abord, donc il y a le potentiel d'innovation de votre projet qui est très important. Donc ici, il faut pouvoir montrer que vous avez une vision crédible de l'impact potentiel de votre projet et également de sa mise en œuvre. Ensuite, le contenu scientifique, il doit être de haute qualité scientifique et les méthodes proposées doivent être vraiment bien définies et pertinentes par rapport à vos objectifs de projet. Ensuite, la faisabilité du projet est importante. Donc là, il faut pouvoir bien définir quelles seront les différentes étapes du projet et bien montrer dans quel ordre vont s'enchaîner donc vos lots de travail, par exemple. Et également, c'est bien de pouvoir mettre en avant des milestones
pour montrer et puis pour savoir monitorer, connaître l'avancement de votre projet et également de pouvoir, en cas de problème, de pouvoir rebondir et de pouvoir avoir des solutions alternatives. Et finalement, au niveau du projet, un critère très important, c'est la mise en œuvre. Donc là, c'est important que vous présentiez une roadmap convaincante de la mise en œuvre. Donc là, ça implique d'impliquer les stakeholders nécessaires pour votre projet et également d'avoir une stratégie très bien définie qui met en avant toutes les étapes que vous envisagez au niveau de la mise en œuvre. Donc, je dirais peut-être jusqu'à la moitié des projets Discovery qui sont refusés, c'est que souvent cet aspect mise en œuvre est trop léger. Donc, si ça tient en 2 lignes pour dire à la fin du projet, on contactera les personnes concernées ou nous avons le but de créer une startup, ça ne sera pas suffisant. Il faut déjà pouvoir avoir une idée de votre stratégie de mise en œuvre et déjà la définir et la décrire. Donc bien sûr, c'est là toute la difficulté d'un projet Discovery. C'est comme il y a une partie recherche fondamentale encore. Il faut pouvoir se projeter d'ici 4 ans, quelles étapes vous prendrez, vous suivrez afin de mettre en œuvre le projet. Mais c'est très important de la définir dès le début. Après, c'est normal de ne pas être certain de la route que vous suivrez, mais là, dans ce cas-là, il faut déjà en définir deux ou trois et expliquer sur quels critères vous vous baserez pour choisir plutôt l'une ou plutôt l'autre et à quel moment la décision sera actée. Ensuite, au niveau des critères d'évaluation, donc comme je l'ai dit, il y a la qualification de vous dans le consortium en tant que personne. Donc, au niveau de vos propres compétences, il faut pouvoir mettre en avant que vous avez des compétences en termes d'innovation et d'entrepreneuriat et également de management pour les équipes que vous aurez. Et si jamais vous faites partie d'un consortium, il faut aussi pouvoir mettre en avant le fait que les 3 personnes ou les 2 personnes ont des compétences complémentaires et montrer la valeur ajoutée de la collaboration. En ce qui concerne le processus d'évaluation, donc ça c'est un changement à partir de l'année prochaine, c'est que jusqu'à 2024, on demandait une lettre d'intention qui était un requis pour déposer un full proposal à Discovery. Mais à partir de l'année prochaine, il n'y a plus besoin de cette lettre d'intention. Donc, ça permettra de directement soumettre un full proposal. Une fois que vous l'avez soumis, donc, il y a un contrôle formel qui est effectué par l'Office Bridge. S'il y a des petites corrections à faire ou des mises à jour, on vous envoie à nouveau la requête et en général, vous avez 2 jours pour faire les mises à jour. Une fois que ce contrôle formel est terminé, donc toutes les requêtes sont envoyées donc, pour des revues externes. Donc là, on essaye vraiment de viser les experts et les expertes les plus appropriés pour votre projet dans le monde entier. Et ensuite, c'est également envoyé de manière indépendante à 2 membres du panel d'évaluation qui vont faire leur évaluation de manière indépendante sur leur base de leur propre expertise et des expertises externes également. Une fois que tous les projets ont été évalués, donc le panel prépare une liste d'invitations pour les projets sélectionnés et les invitations sont envoyées en général 2 semaines avant la date de l'interview. Ensuite, donc, si vous êtes invité pour une interview, donc il faudra venir à Berne pour présenter le projet et l'équipe. Et sur la base de la qualité générale du projet qui a été soumis, de l'interview et de la discussion qui s'en est suivie, et du budget qui est disponible, le panel d'évaluation fait sa liste de recommandations de projets qui doivent être approuvés. Et finalement, c'est le steering committee qui prend la décision de financement.
Et suite à ça, on communique à tous les projets la décision finale. Donc dans ces lettres de décision, on essaye de vous mettre de manière la plus détaillée possible le feedback du panel d'évaluation afin que le projet soit rejeté ou approuvé, mais que vous puissiez savoir de manière transparente ce qui a été discuté et connaître les raisons du rejet en cas de rejet. Et donc ce qui est nouveau, c'est qu'en abandonnant la lettre d'intention, notamment, c'est qu'on a réduit pour 2025 le temps d'évaluation totale à 6 mois. Donc, en dernière slide, je vous montrerai les nouvelles dates, mais c'est un grand gain par rapport aux années précédentes où il fallait attendre quasiment un an la décision et surtout pour pouvoir commencer le projet s'il était approuvé. Donc, au niveau de la requête, vous trouverez en ligne, donc il y a la description de projet avec une structure qui est fournie. Donc c'est très important de répondre et de suivre cette structure déjà. Et pour chaque point que vous voyez affiché sur votre écran, on a mis des sortes de guidelines où il y a des questions qui sont là pour vraiment vous aider à, à voir quelles sont les attentes du panel d'évaluation et à vraiment prendre conscience de ce qui est attendu dans un projet Discovery. Donc là, on essaye de détailler au possible. Si vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions, c'est OK, il n'y a pas de problème. Il faut juste pouvoir réfléchir comment ces questions s'appliquent pour votre projet et comment vous allez le dérouler. Et quand je parlais des projets qui étaient refusés, il arrive souvent que si on regarde dans le plan de projet, le point 3.4, l'Innovation Roadmap et l'Implementation Strategy, que là, ça soit vraiment... Ouais, il arrive qu'il y ait, disons, un maximum 5 lignes ou disons 10 lignes à ce niveau-là pour ce paragraphe. Donc ça, si à la fin, une fois que vous avez tout rédigé, vous en êtes là, c'est un signe qu'il va peut-être falloir retravailler votre projet parce que il est attendu à peu près que chaque partie soit équilibrée et c'est quelque chose de très important pour un projet Bridge Discovery. Donc au total, donc c'est paragraphes 2 et 3, ça fait maximum 20 pages. Cela doit prendre. En conseils généraux que l'on peut vous donner par rapport à une requête Bridge Discovery, donc c'est toujours pratique ou utile de fournir une solution au problème. Donc, c'est vraiment commencer par la fin. Vous avez votre idée, vous savez où elle doit être mise en œuvre ou avec quelle personne elle doit atteindre à la fin. Et c'est à partir de là, c'est comment est-ce que vous déroulez votre plan de projet, quelles seront les étapes que vous suivrez pour arriver à ce but. Et donc, ce qui est important et qui est lié comme deuxième 12, donc ça serait vraiment de décrire clairement votre solution. Il arrive souvent que, en tant que feedback, ça soit pas assez clair pour les personnes qui ont évalué la requête, la solution que vous proposez. Donc là, c'est vraiment important de pouvoir présenter quelque chose de clair et de concret. Et c'est la même chose pour le plan du projet. Donc n'hésitez pas à utiliser des figures, des tableaux, des diagrammes, notamment pour si vous utilisez des work packages, pour vraiment mettre en œuvre et que ça soit clair en un coup d'œil. Donc comme je l'ai déjà dit, c'est important de suivre la structure du modèle qui est disponible en ligne. Et également, c'est important de connaître et de suivre les critères d'évaluation afin de savoir si le projet répond à tous les critères d'évaluation. Si ce n'est pas le cas, il faudra sûrement retravailler ou penser à nouveau à comment vous présentez votre projet afin de clarifier et de montrer que vous répondez à ces critères d'évaluation. Et bien entendu, surtout dans le cadre d'un consortium, c'est important de commencer le plus tôt possible parce qu'il y a des documents nécessaires qui sont demandés et également pour avoir le temps de relire
au calme vos requêtes. Donc, pour les points qu'il ne faut surtout pas faire, donc c'est vraiment de se focaliser uniquement sur la partie scientifique du projet. Si ça prend beaucoup trop de place, donc là, malheureusement, le projet sera jugé pour être trop préliminaire pour un bridge discovery et il a de grandes chances d'être rejeté. Et donc, le deuxième point qu'il ne faut pas faire et qui est lié, c'est de négliger l'impact et la mise en œuvre de votre projet. Ici, c'est très important de vraiment apporter des idées concrètes pour cette mise en œuvre. Et finalement, également, il ne faut pas espérer de pouvoir bénéficier d'exceptions par rapport au règlement. Et comme dernier point, il ne faut pas. Ouais, il faut être concret, il faut vraiment se relire et vraiment voir si vous décrivez clairement ce à quoi vous pensez. Quand on est dans la rédaction du projet, des fois pour nous, on travaille constamment avec, donc c'est très clair. Mais pour un œil extérieur, des fois, vu selon la manière dont c'est rédigé, ça peut être difficile de comprendre quel est le propos que vous tenez et quelles étapes vous voulez suivre, par exemple. Donc, si jamais le projet est rejeté, donc ça arrive malheureusement. Bridge Discovery est extrêmement compétitif comme instrument de financement. Mais donc, une fois qu'on vous a envoyé la lettre de décision avec le feedback et les commentaires du panel d'évaluation, on vous demande de les lire attentivement. Et si vous avez des questions, vous pouvez tout le temps contacter l'Office Bridge. On est là pour vous aider à comprendre le feedback et à clarifier si nécessaire. Il est bien sûr possible de demander une reconsidération ou un recours contre la décision qui a été prise. Mais en général, la question importante, c'est aussi est-ce que vous pouvez améliorer la requête sur la base des commentaires du panel et des expertises externes qui vous ont été fournies. Donc c'est un projet qui a été rejeté une première fois peut être soumis une seconde fois. Et là, il vous sera seulement de demander dans un document de 3 pages de vraiment lister les changements apportés et d'expliquer ce qui a été fait entre-temps. Donc, je vais passer brièvement dessus. Là, c'est un peu pour mettre en avant les différentes statistiques du programme. Et donc, les chiffres ne sont pas encore mis à jour ou publiés publiquement pour 2024, parce que les lettres de décision ont été envoyées ce matin seulement. Mais en gros, donc comme je l'ai dit, Bridge Discovery reste très compétitif. Donc, pendant les 4 premières années où il y avait moins de budget à disposition, donc le taux de succès était en dessous de 15%. À partir de 2021, où le budget a été augmenté de moitié, le budget Global Bridge, et, et cette augmentation a été principalement investie dans Discovery, ça a permis d'augmenter le nombre de projets approuvés sensiblement, tout en restant quand même relativement bas. Donc là, comme vous pouvez voir, pour tous les projets, il y a différents types d'institutions qui ont été financées. Et les HES, suivant les années, il y a eu plus ou moins de succès de manière globale. Donc ici, c'est pour montrer en termes de diversité de genre la répartition entre les projets. Donc en bleu, ce sont les pourcentages pour les projets soumis et en vert pour les projets approuvés. Et là, c'est par rapport aux institutions. Donc, de manière globale, le taux de succès des HES est un petit peu moins élevé que pour les universités et le domaine des ETH, mais c'est quelque chose qu'on a à cœur d'améliorer dans les prochaines années. Et là, cette slide-là montre juste la répartition au niveau des disciplines. Et finalement, également, donc pour la première période de financement, comme vous pouvez le voir, on a quand même pu approuver des projets qui étaient
globalement répartis dans toute la Suisse. Donc, c'est important de voir que c'est pas une ou deux institutions majoritairement qui ont bénéficié du support Bridge. Et donc là, le budget total approuvé était de 46,5 millions entre 2017 et 2020. Et entre 2021 et 2023, on est déjà à 57 millions d'approuvés, donc grâce à l'augmentation du budget Bridge, et ce qui a permis d'approuver beaucoup plus de projets. Avec cette slide-là, ce qu'il faut retenir, c'est juste que on s'est penché pour la première période pour voir le type de collaboration, si effectivement on arrivait à faciliter la collaboration entre différents types d'institutions. Et ce qu'il faut retenir, c'est que oui, on n'a pas une collaboration favorite, c'est vraiment dans les projets, il y a tout type de collaboration qui se font, et ça, c'est très positif pour Bridge. Et finalement, comme résultat probant qu'on a déjà pour des projets Discovery qui sont déjà terminés ou encore en cours. Donc, il y a un certain nombre de startups ou d'associations qui ont déjà été créées pour aider à la mise en œuvre des résultats de recherche. Au niveau des partenaires d'implémentation aussi, de mise en œuvre, certaines des compagnies qui servent de partenaires de mise en œuvre ont été également fondées par un requérant ou une requérante du projet. Et on est déjà à 29 brevets qui ont pu être déposés dans le cadre d'un projet Bridge Discovery. Et pour finir, donc, ce qui est important à retenir, c'est les dates pour l'année prochaine. Donc, le délai de soumission pour le full proposal est au 25 mars 2025, avec les interviews qui sont prévues les 11-12 septembre 2025. Donc, il n'y a plus besoin de soumettre une lettre d'intention. Et donc ça, ce qui est important, c'est que les projets approuvés pourront commencer dès le 1er octobre. Et donc ça, c'est vraiment un énorme gain de temps par rapport aux dernières années pour Bridge. Parce que on parle d'innovation, c'est toujours important d'être rapide en termes pour pouvoir commencer les projets. Et c'est aussi pour cela que dorénavant, les projets qui sont approuvés ont un délai de 6 mois contre un an auparavant pour débuter. Donc ça, c'est vraiment pour permettre à ce que les projets commencent le plus tôt possible et qu'on puisse avoir avancé rapidement vers le progrès. Donc ici, vous pouvez voir les informations pour l'Office Bridge. On est une petite équipe composée de Christian Brunner, qui est donc à la tête de l'Office, de moi-même, de Nicole Jacques-Marine, qui est en charge des finances et de l'administration plus. Et on a également le support d'Yvonne Rochetek, qui travaille au FNS. Et voilà. Et pour finir, en un mot aussi, cette dernière slide, donc c'est le panel va beaucoup changer entre 2024 et 2025. Donc, il y a 15 membres qui ont terminé leur mandat et donc ces 15 membres ont été remplacés. Donc, c'est pas encore sur notre site web, ça sera mis à jour aussi début janvier, mais avec cette slide, vous pouvez déjà voir quels sont les nouveaux membres du panel pour Bridge Discovery. Et avec cela, j'ai terminé. Super, merci beaucoup. Pile poil dans les temps. On prendra les questions du coup donc durant le Q&A. Si jamais vous voulez les indiquer dans le chat, n'hésitez pas. Elles seront prises en priorité du coup dans le chat. Je laisse la parole à Alexandra qui va du coup nous partager finalement son vécu puisqu'elle était requérante dans un Bridge Discovery qui a été retenu. Je vous laisse la parole. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui? Ouais. Ok, super. Alors, je vais partager, j'ai fait un petit résumé. Écran. Vous voyez la présentation? Oui, très bien. Ouais, super. Alors, oui, excusez-moi. Donc, bonjour à tous. Je
suis contente de partager mon expérience. En fait, j'ai eu un projet accepté, mais j'en ai soumis quelques-uns, donc c'est aussi intéressant de voir la persévérance derrière tout ça. Donc voilà, pour commencer, c'est des projets qui sont, j'ai l'impression, qui ont été construits vraiment pour être adaptés pour nous, pour les HES. Elle va s'adresser à des chercheurs qui ont des profils à la fois académiques et appliqués. J'ai l'impression de finalement être très redondante de la présentation qui vient de se passer, mais voilà, c'est mon expérience. Et puis, ce qui est super intéressant, justement, comme ce sont quand même des projets de recherche de fond, et contrairement aux projets FNS, les projets Bridge permettent aux professeurs d'être payés par Innosuisse. Pourquoi professeurs? Parce que c'est souvent justement les requérants principaux, ce sont les professeurs. Et donc là, on peut demander à Innosuisse de financer ces heures de recherche. C'est un call qui est parfait pour des collaborations inter-institutions, au niveau suisse, évidemment. Et oui, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que c'est un call qui est extrêmement compétitif. Mon expérience, quelle a été mon expérience? J'avais soumis déjà à la première année de la construction du col. Mon premier projet avait été rejeté. La deuxième fois, j'ai participé à une deuxième soumission. C'était pas moi qui avais fait la première soumission, mais on m'avait basé sur les reviews. On m'avait intégré à un projet en deuxième soumission, et c'est ce projet-là donc qui avait été accepté. J'ai eu deux autres soumissions l'année dernière qui avaient été rejetées. Je me suis demandé en fait si c'était parce que j'avais encore mon projet Bridge qui était en cours en fait. Et ça, c'est aussi quelque chose qui n'avait pas été mentionné par Monsieur Di Franco. C'est que si on a un projet en cours, on ne peut pas soumettre pour un nouveau projet, même s'ils sont presque à cheval entre le projet en cours qui va finir et puis le projet qui va recommencer. Je sais que vous avez dit que vous pouvez soumettre un seul projet par soumission, mais il ne faut non plus pas d'avoir un projet en cours, si jamais. Puis là, j'ai aussi participé, mais pas en tant que requérant, mais en tant que partenaire de projet, un nouveau projet, mais je ne sais toujours pas s'il a passé l'oral. Mais bon, bref. Ce que je retiens de toute cette expérience, c'est que le feedback des reviewers est vraiment d'une excellente qualité. Ça m'a beaucoup aidé. Quand je reprends l'expérience de mon troisième projet qui a été rejeté, en fait, les feedbacks des reviewers nous ont énormément aidés pour ce consortium-là et nous ont permis de resoumettre. On s'est rendu compte que c'était un projet plus recherche fondamentale, et ça nous a énormément aidé pour une soumission à un projet FNS qui a, lui, été accepté. Donc, les feedback bridge sont d'une extrêmement bonne qualité. Ensuite, par rapport au projet qui était accepté, c'était un projet en collaboration entre la FHNW Life Science de Moutons, nous et puis le CSEM. C'est le CSEM qui était en charge de l'implémentation. Ils sont super doués pour ça. Ils sont très, très pros. Ils ont des groupes qui ne font que ça. On avait déjà évidemment des contacts avec des end users, principalement dans l'industrie. Et puis, on avait donné des exemples concrets dans la présentation du projet de avec qui on avait pris des contacts. Et puis, dans la demande, on avait aussi des lettres d'intention de ces end users. On avait une stratégie de bêta testing. Donc, l'idée, c'était d'avoir nos dispositifs qu'on peut ensuite proposer à des universitaires ou à des industriels pour qu'ils puissent les tester chez eux. Et dès le début du projet, on avait notre plan de commercialisation qui faisait partie des premiers objectifs, des premiers milestones.
Euh, de nouveau, j'ai l'impression d'être redondante avec la présentation précédente, mais il faut vraiment réussir à convaincre le comité d'évaluation que le projet n'est ni en phase de recherche fondamentale, ni en phase d'implémentation. Il faut s'attendre à répondre à ces questions pendant la défense du projet. Euh, et, et de nouveau, je répète ce qui a déjà été dit. Et donc, il faut pouvoir répondre à une application dans la vie réelle et trouver une application qui sera implémentable tout de suite, sans souci de régulation. Et puis bah oui, ce que j'avais trouvé vraiment bien dans la défense du projet 4, c'est on avait présenté deux planifications du projet. La planification du projet Bridge, avec le premier produit concret à la fin du projet, sans trop de soucis de réglementation. Et ensuite, une roadmap pour la phase post-Bridge Discovery avec des dates butoirs et puis différents produits qui vont sortir à telle ou telle date. Et puis, voilà, c'était un peu tout ce que je voulais, partager par rapport à mon expérience. Voilà, j'espère que je n'étais pas trop redondante, mais c'était ce que j'ai vécu. Merci beaucoup, Alexandra. Je pense que c'est bien de répéter parce que Thomas l'a dit et puis je peux aussi attester, nous au sein de l'équipe CIR, donc on est là en support pour les chercheuses et chercheurs de la HESSO. Donc dans nos missions, on s'occupe de relire, enfin d'accompagner sur le processus de montage et de dépôt et aussi on relie donc un certain nombre de dossiers pour justement amener ce regard extérieur qui des fois n'est pas facile à avoir quand on met le nez dans la rédaction. Et c'est vrai que ces questions d'implémentation, d'avoir quelque chose de très concret, de décrire quelque chose de très concret, c'est souvent des choses qui manquent dans les dossiers et qui font que malheureusement les proposals ne passent pas. Donc c'était très bien du coup que vous soyez alignés et je pense que c'est quelque chose, voilà, si les participants doivent repartir avec quelque chose en tête, c'est vraiment ce point de vigilance s'ils souhaitent se lancer sur ce type de dispositif. Je propose du coup de passer au Q&A. Je suis en train de regarder le chat en même temps. Il y avait, alors je vois que Thomas, tu as répondu donc sur la question de quand est-ce qu'on reçoit le feedback. Alexandre, il y avait une question sur les taux de succès. Les statistiques ont été présentées par Thomas. La question, c'était la comparaison avec les projets InnoSuisse avec partenaires. Donc évidemment, sur le Bridge Discovery, on va être sur des taux de succès moins importants parce que les InnoSuisse avec partenaires, sauf erreur, les taux de succès oscillent entre 40 et 45% en fonction des années. Je propose de prendre les questions dans l'ordre. Thomas, je te laisse aussi. Est-ce que les coûts liés à la création d'une start-up sont acceptés? C'est Catherine. Donc, merci pour la question. Oui, comme ça, c'est difficile à répondre C'est pas puisque évident, ouais. Est-ce que Catherine... ça dépend Ouais. des coûts. Mais en tout cas, les coûts éligibles doivent être vraiment liés à la réalisation du projet. Donc là, dans tous les cas, au niveau du contrôle formel des requêtes, on peut être plus en détail en fonction des détails. Mais par exemple, si c'est pour enregistrer un coût lié à l'enregistrement de la startup au niveau des autorités, là, ça serait pas possible. Il faut vraiment que les coûts, ça soit, bah, en fait, disons que ça doit couvrir un budget ou une dépense qui, sans ça, le projet ne pourrait pas avoir lieu ou ne pourrait pas continuer. Donc là, ouais, je pense qu'on pourra en discuter. Oui, Je c'est ne ce sais que pas si j'allais vous voulez dire. S'il préciser. faut Ouais, rentrer pardon. plus dans le détail, peut-être contacter directement pour pouvoir amener finalement les points de précision qui sont nécessaires. Euh, je pense que ce sera plus simple comme ça.
Euh, J'enchaîne. Ludovic. Nombre d'interviews versus nombre de projets finalement soutenus. Est-ce que tu as un chiffre à nous donner, Thomas? Donc, en général, il y a entre 25 et 30 projets qui sont invités pour les entretiens. En fait, là, c'est en gros le nombre de projets invités, ça doit tenir dans 2 jours. Parce que malheureusement, on peut organiser que 2 jours d'entretien. Mais on essaye d'inviter le plus de projets possible. Et donc, par exemple, en 2024, il y a 25 projets qui ont été invités. Pour combien de dépôts, du coup, tu as en tête ou... Pour cette année, il y a eu 97 dépôts. Ok, ça donne une idée du pourcentage quand même. Question suivante qui est plus sur l'éligibilité finalement hein, des requérants. Est-ce qu'un titre professionnel spécifique comme un doctorat par exemple est exigé ou est-ce qu'une expérience passée en recherche donc, et ou implémentation avec succès sont éligibles? Donc, il n'y a pas de titre professionnel spécifique qui est exigé. Donc, dans les règlements, c'est tous les toutes les exigences. Excusez-moi, avec l'anglais, des fois, je mélange un peu des fois. Donc, toutes les exigences sont décrites dans l'article 6. Donc là, ce qui est Mm, important, c'est de pouvoir montrer que vous serez employé par votre institution pendant toute la durée du projet et de montrer que vous êtes en mesure de mener à bien des projets sous votre propre responsabilité et de diriger le personnel scientifique et non scientifique du projet. Donc ça, c'est à voir en fonction de votre profil, mais il faudra bien mettre en avant votre expérience pour montrer que vous répondez à ces exigences-là. Peut-être ici, est-ce qu'on peut dire un mot sur le CV? Parce que dans Oui. les documents Ouais. qui sont... Est-ce que tu peux en dire un mot peut-être? Donc, on utilise depuis quelques années déjà donc le modèle qui doit être soumis au niveau du FNS aussi pour le CV. Donc Donc CV c'est une narratif structure, pour c'est ceux ça, qui... CV Voilà. narratif et c'est une structure un peu déroutante la première fois qu'on l'ouvre. Par contre, ce qui est bien et malheureusement pas forcément mis en avant dans tous les CV, c'est que vous pouvez mettre jusqu'à 3 réalisations dans ce CV. Et donc, je vous encourage vivement à mettre en avant 3 réalisations différentes. Et donc, ça consiste pas, par exemple, à juste mettre la liste des publications scientifiques que vous avez obtenues, mais c'est vraiment, là, vous avez la possibilité de détailler quelles sont ces réalisations et quelles étaient les compétences que vous avez acquises ou que vous pouvez mettre en avant via cette réalisation. Et comme on est dans un projet Discovery, c'est aussi important de, si possible, de mettre en avant une expérience en termes d'innovation, d'entrepreneuriat, de mise en Tout à œuvre. fait. Donc là, c'est très vaste, ça peut ne pas être lié du tout au projet, mais c'est pour montrer que vous avez déjà cette capacité-là et que Mm. vous avez déjà eu l'occasion par le passé de réaliser quelque chose de similaire. Super. La question qui était du coup également donc de la même personne, Pascal, est-ce que ce fonds peut venir compléter un projet actuellement soutenu pour la première phase, donc recherche, ou faut-il intégrer l'entier des étapes dans la demande de fonds? Non, donc c'est tout à fait possible que ça soit la suite d'un projet de recherche. C'est même, on va dire, des fois souhaité. Ce qui est important, c'est qu'il doit y avoir encore des questions de recherche fondamentale qui sont adressées dans le projet Discovery, en tout cas dans la première ou la deuxième année. Et là, ouais, c'est toujours la difficulté, c'est de Mm. savoir à quel endroit, à quel moment se situe le projet. Bien entendu, c'est très dépendant de la discipline. Mm. Pour un projet de life science, on sait que les timelines sont bien plus étendues en comparaison avec un projet d'ingénierie. Mm. Donc là, c'est vraiment vous les experts et les expertes à ce niveau-là. Donc, je vous laisse juger. Mais donc, si le projet part de zéro, il n'y a encore eu aucun résultat préliminaire, là, ça risque d'être trop tôt. Parce que c'est Compliqué, ouais. aussi le panel d'évaluation va évaluer les risques liés au projet. Et donc, si jamais il n'y a pas assez de résultats, si c'est trop tôt pour savoir si ça peut marcher ou pas, donc là, ça peut être, ça mettrait en péril tout le déroulé du projet et peut-être qu'il devrait stopper au bout d'un an seulement. Donc ça, c'est quelque chose que le panel veut Mm. éviter.
Ok. Il y a Angelica, du coup, qui a posé la question. Alors, c'est un peu dans la même lignée, mais c'est presque l'inverse. J'ai envie de dire, est-ce qu'un projet Bridge peut faire suite à un projet Inno-Suisse orienté vers donc l'innovation sociale qui a débouché sur un prototype? Donc, en sachant Mhm. que ça nécessiterait encore une dimension recherche. Tac, tac, tac. Sachant que ce prototype nécessiterait à la fois une suite de la dimension recherche que la dimension d'implémentation et commercialisation. Ok. Donc oui, c'est dans l'absolu, tout est possible. Il faut Ouais, juste pouvoir montrer que on a déjà eu le cas en fait de projets qui ont été approuvés, qui venait à la base d'un projet de Dino InnoSuisse, Suisse. plus 100 partenaires de mise en œuvre. Mais là, c'est au cours du projet InnoSuisse, ils se sont rendus compte qu'il y avait des questions de Mm. recherche qui devaient être étudiées et creusées encore plus. Et donc, ils sont revenus sur un discovery qui leur a permis justement de répondre à ces questions de Des recherche questions de recherche, ouais. et d'aller plus loin vers la mise en œuvre à la fin du projet. Ok. Je pense quand même que c'est pas le scénario le plus souvent observé. Non, c'est On est ça, c'est le d'accord. cas. Mais il y a pas d'interdiction formelle Non. non plus. Ok. Et ouais. Très bien. J'enchaîne. Est-ce que la recherche en sciences de l'implantation pour une innovation dans le domaine de la santé pourrait être éligible? Donc là, comme ça, difficile de répondre, Ouais, mais c'est je compliqué dirais là, hein. La question est très large. voilà. Mais Euh, oui, si jamais le projet n'est pas que de la recherche et si vous avez clairement identifié quels seront les utilisateurs finaux de votre solution et comment vous allez aller vers ces personnes. Et ce que j'ai pas mentionné pendant la présentation, c'est qu'il y a toujours aussi cette idée de, une fois que le projet Discovery est fini, et disons à moyen terme, dans 5 ans par exemple, c'est comment vous vous assurez que les résultats de votre projet soient encore utilisés et mm, soient encore mis en œuvre. Donc il y a vraiment cette perspective à moyen et à long terme pour que, dans une question de durabilité, que, il y ait un impact sur la société et ou l'économie. mm. Et du coup, peut-être juste avant de prendre la question suivante, parce que tu as abordé la question donc des requérants, donc il peut y avoir Mhm, jusqu'à 3 requérants. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur la possibilité d'avoir des partenaires de recherche et ou des partenaires de mise en œuvre, qui, je tout pense, à sont des fait. points importants pour la partie, enfin, par rapport à ce que tu viens de dire et puis que la Oui. partie implémentation. Donc là, oui, c'est ouvert. Donc les partenaires de projet doivent être actifs dans la recherche. Et là, les partenaires de projet peuvent demander jusqu'à 20% du montant total du budget. Donc ça peut être intéressant. Par contre, ils ne peuvent pas porter la responsabilité du Mm. projet. Mais là, c'est vraiment intéressant pour compléter votre expertise des fois ou pour ouais, disons, en life science, par exemple, des fois, il y a des études très spécifiques qui doivent être effectuées et cette expertise n'existe pas dans l'institut hôte. Et donc là, c'est intéressant de pouvoir justement financer des partenaires de projet. Ensuite, les partenaires de mise en œuvre sont aussi plus que bienvenus dans un projet Discovery. Par contre, là, ils ne pourront pas toucher d'argent venant du Discovery. C'est plus, ça va être via des lettres d'intention, d'intérêt, de Mm. support. Ça, ils vont apporter leur expertise et après coup, si le projet se fait en collaboration, c'est qu'ils vont vraiment aider à la mise en œuvre du C'est projet. ça. Donc en fait, finalement, ils viennent avec leurs inputs du terrain, en fait, qui permettent Voilà, d'enrichir le dossier pour exactement. cette partie roadmap Ouais. implément. Ok. Et là, un point important, c'est s'il y a un partenaire de mise en œuvre, c'est de bien expliquer comment la collaboration va se passer. Et non pas seulement les mentionner pour dire on les a identifiés. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment besoin d'informations concrètes pour le Du panel concret, toujours, on y d'évaluation, revient. toujours. Et pour enchaîner donc sur la question de Oui, Ludovic, donc pour requérants et co-requérants, donc c'est uniquement des institutions suisses, donc ça c'est par la loi. Par contre, les partenaires de projet ou de mise en œuvre peuvent être en dehors de Suisse. Là, c'est vraiment les partenaires les plus appropriés pour votre projet qui peuvent être choisis. très bien.
Eric, du coup, avait une question sur finalement le profil des requérants, le poids Mhm. que ça avait, le nombre des publications. Donc, c'est vrai que là, on est sur un programme qui est hybride entre FNS et InnoSuisse. On sait que pour des projets FNS, mine de rien, voilà, la liste des publications a son importance. Quel est le positionnement, du coup, pour un Bridge Discovery? Donc là, c'est encore une fois fortement dépendant de la discipline et du Mhm. type de projet qui est proposé. Donc comme il y a encore une partie recherche fondamentale qui est nécessaire, donc je dirais que c'est pas négligeable non plus. C'est important de montrer qu'il y a des publications. Après, en tant que partenaire d'une HES, des fois, c'est plus difficile à mettre en avant parce que vous avez d'autres expériences, notamment ouais, avec les projets avec l'industrie, où là, c'est plus difficile de mettre en avant les résultats concrets de la collaboration. Donc là, ça peut être intéressant d'être en consortium avec une personne qui a un profil plus académique et qui peut montrer plus son expertise académique et en recherche fondamentale via les publications, Mm. justement. Ouais, je rejoins complètement. Moi, j'ai l'impression que les consortiums qui marchent bien, et d'ailleurs, c'est ce qui est conseillé dans le règlement hein, du Bridge Discovery, c'est des partenariats, des collaborations entre HES et puis Uni et ou École fédérale. Après, voilà, cela dit, on a déjà eu des projets qui C'est sont vrai. financés, qui ont été soumis seulement par des HES. Donc ça, c'est le cas idéal et on est très content quand c'est le cas. Mais dans le consortium, ouais, c'est quand même important de pouvoir montrer qu'au moins un des membres a une expérience en recherche fondamentale. Mm, mm. Et souvent, malheureusement, c'est via les publications uniquement qu'on le démontre à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on espère que les choses évolueront, mais oui. Il y a une dernière question, mais qui est liée, je crois. Attendez, je l'ai perdue. Véronique, les résultats préliminaires doivent-ils être sous forme de publication ou est-ce qu'une description dans le proposal suffirait? Donc là, s'ils sont déjà publiés, c'est... Ouais, j'allais dire c'est tant mieux, mais pas forcément en fait. Parce que si jamais vous souhaitez déposer un brevet, donc là, forcément, il ne faut pas avoir publié les résultats. Mais ça arrive régulièrement que justement ces résultats-là sont en attente d'être publiés, mais justement parce qu'il va y avoir un brevet. Mais là, oui, c'est tout à fait OK de les décrire dans le proposal. Ou alors, si jamais il y a une publi qui devra, ouais, il y a déjà le brouillon qui existe, c'est aussi possible de mettre seulement le brouillon de la publi comme annexe. Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir démontrer que les résultats sur lesquels le projet part, les bases du projet, c'est qu'ils existent ces résultats et qui sont solides. Très bien. On est arrivé au bout de la liste de questions dans le chat. Il est 28. Si jamais quelqu'un veut reposer une question, il peut le faire en débloquant son micro, n'est-ce pas? Parce qu'on est tous, enfin, vous êtes en mute, mais ça m'a l'air d'être bon. Et dans tous Euh, les cas, vous oui, trouverez sur notre site web donc nos adresses de contact, donc par email, par téléphone. N'hésitez pas à nous contacter avant le 25 mars. Bien sûr, on ne peut pas évaluer de la qualité scientifique des projets. Par contre, justement pour essayer de comprendre l'aspect mise en œuvre, au niveau de l'Office Bridge, entre Christian et moi, on commence à avoir une vision globale de tous les projets qui ont été approuvés et vraiment de ce qui est attendu par le panel d'évaluation. Donc là, on exactement. peut vous aider et Marine Tout à fait. également. C'est ce que j'allais dire, du coup, en complément, évidemment, au niveau donc, de l'équipe CIR, on est là pour répondre à vos questions. On fait le lien quand il y a besoin avec le Bridge Office. Donc, ne pas hésiter à nous solliciter si vous avez des questions ou si vous souhaitez un accompagnement pour un futur dépôt. Sur ce, on arrive au bout du temps. Je vous remercie tous pour votre participation. Donc Thomas et Alexandra, est-ce que vous pouvez m'envoyer vos slides? Comme Oui, ça, je transmets à l'ensemble des participants. Le replay sera mis en ligne aussi prochainement sur le site de la HESSO, comme je le disais tout à l'heure.
Et puis, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du coup une bonne fin de journée et de très bonnes fêtes de fin d'année également, puisqu'on y est là quasiment. Donc, merci beaucoup encore pour votre présence et puis à bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.